Pour qu'on parle de mondialisation avec lui, c'est encore un vaste débat dans le pays, et est un débat qui est extrêmement controversé. Quelques images pour qu'on vous en donne des idées. Dans cette deuxième partie consacrée aux questions d'actualité, le premier sujet, la mondialisation, est-elle un problème pour les Français avec justement ces problèmes de délocalisation et de licenciement? Deuxième sujet, salaire record, stock option. Les grands patrons sont-ils devenus les boucs émissaires de l'opinion? Jean-Luc Mélenchon, leader du parti de gauche, débattra avec Christophe de Margerie et Charles Becbédé. Voilà, donc nous allons accueillir donc celui qui représente le parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Alors, Jean-Luc Mélenchon, Christophe de Margerie, Charles Becbédé. Je voudrais qu'on essaie de... S'il y a 2 jours dans les Échos est sorti un petit encadré, parce qu'on va s'intéresser à la mondialisation et au salaire des patrons. Vous avez un peu travaillé sur cet encadré. Yves, justement, qu'est-ce qui est donné comme indication sur le salaire des patrons? Et est-ce que vous considérez, y compris au Figaro, que ces salaires posent un problème aux Français? Qui pose un problème aux Français, il pose un problème aux Français si l'on en croit les réactions qu'à chaque fois cela suscite. L'argent en France n'a pas bonne réputation, contrairement à d'autres pays où on est dans une économie de marché. Eh bien en France, ça pose toujours un problème. Peut-être parce que les entreprises elles-mêmes et les patrons eux-mêmes ne savent pas expliquer les sommes qu'ils gagnent alors que, eh bien, on traverse une crise importante. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une étude qui a été faite par les Échos, effectivement, et qui montre que les patrons du CAC 40, alors le CAC 40, c'est les 40 sociétés qui constituent, si vous voulez, un panier de référence de la bourse en France. Sur ces 40 sociétés, on s'aperçoit que bon nombre de patrons, eh bien, ont des revenus, ce qui n'est pas pareil que des salaires, qui augmentent en flèche. C'est le cas notamment du premier d'entre eux, celui qui a été, qui est le lauréat de l'année, le patron de Michelin, un des patrons de Michelin, puisque c'est une société en commandite, c'est un peu compliqué, et dont l'augmentation des revenus est de plus de 500%. Voilà, alors vous avez les trois premiers, il y a Danone, il y a LVMH, il y a M. Margerie qui est dans le top 10, qui lui a des revenus qui ont augmenté d'à peu près 10%. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les revenus des patrons, vous avez 2 choses. Vous avez d'une part la part fixe et d'autre part la part variable. La part variable, ce sont des primes. Ce ne sont pas des stock options qui sont encore autre chose. Et ce qui est intéressant de savoir et de connaître, c'est que pour certains patrons, ce qui est le cas notamment du patron de AXA, je le dis parce qu'il n'est pas là, mais c'est public, M. De Castres, eh bien, ses revenus globalement ont diminué, sa part variable a diminué, mais sa part fixe, elle, a augmenté. Par exemple, de 2009 à 2010, il est passé de 600 000 à un peu plus de 800 000 euros de revenus. Alors évidemment, en France, tout cela fait jaser, parce que le salaire moyen, il faut le dire, dans notre pays est d'environ 2 000 euros, et parce que là, il y a encore des hommes, des femmes, un parti socialiste qui est extrêmement virulent sur ces sujets, la gauche de la gauche, à travers M. Mélenchon, est très virulente, qui écrit un livre qui s'appelle « Qu'ils s'en aillent tous », et où son propos est directement dirigé contre les grands patrons. Là, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'avait pas ces grandes entreprises qui dégagent des dividendes, si on n'avait pas ces patrons-là, eh bien l'économie française serait sans doute dans un état beaucoup moins bon que celui dans lequel elle est. Alors, considérez-vous, Jean-Luc Mélenchon, d'abord que les grands patrons en France sont trop payés? Je pense qu'on doit pouvoir trouver moins cher. C'est-à-dire qu'eux arrivent à trouver des ouvriers qu'ils payent de moins en moins, par conséquent, la masse pourrait elle aussi trouver des patrons qui coûtent moins cher. Et quand je dis ça, je m'exprime comme le responsable du syndicat de la métallurgie en Allemagne qui avait trouvé cette blague.
pour faire réfléchir et un petit peu renverser la perspective. Oui, c'est beaucoup trop d'argent. Il n'y a rien qui justifie une accumulation pareille de richesse à un bout de la société. D'autant que, contrairement à ce que vous dites, Yves Tréhard, on jase pas. On est capable de faire mieux. On réfléchit. Et on se demande pourquoi, au cours des 10 dernières années, des 15 dernières années, des 20 dernières années, les écarts se sont creusés de cette manière-là. Donc ce ne sont pas des personnes en particulier que nous visons, même si au bout du compte, ce sont des personnes qui s'empiffrent. C'est un système qui conduit à cette situation. Et pour que certains puissent accumuler à ce point, il faut qu'ils aient tout déréglé en bas. Raison pour laquelle, mais sans doute ils vont tous les deux applaudir à mon idée, je propose qu'il n'y ait plus d'entreprise où celui qui est en haut gagne plus de 20 fois que celui qui est en bas dans la hiérarchie des salaires. Et je ferais mieux de dire celle qui est en bas, parce qu'en général, ceux qui sont en bas, ce sont les femmes. Permettez que Charles Becbédé vous réponde, une fois que Christophe de Margerie aussi. Moi, je suis pour la liberté. 20 fois plus. Je suis pour la liberté. J'ai pas envie qu'on fixe des règles comme ça. Il faut être libre et puis c'est à chacun de prendre ses responsabilités. C'est notamment au conseil d'administration qui fixe les rémunérations des patrons. D'abord de le faire dans la transparence et puis avec une certaine décence et un sens de la justice. Mais après, c'est à eux de se responsabiliser. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être eu quelques abus, et je suis le premier à leur jeter la pierre. Mais bon, en même temps, on a beaucoup de boîtes qui marchent très bien, comme ça a été dit très justement. Juste, je rappelle un chiffre, en France, on a 38 champions mondiaux dans le classement des 500 plus grosses boîtes mondiales. On est juste derrière les États-Unis, devant le Japon, l'Allemagne, devant le Royaume-Uni. Et ça, c'est une chance pour la France, parce que ces boîtes, elles créent des emplois, elles investissent. Donc, alors bien sûr, sur la rémunération des patrons, il faut essayer de faire les choses avec non-violence, justice. Et c'est aussi ce que le code AFEP-MEDEF essaye sur lequel pas mal de gens ont travaillé au sein des grands patrons, essaye de préconiser. Mais à un moment, oui, il s'empiffre, le mot est tellement péjoratif. C'est qu'on a l'impression qu'ils ne font ça. Tout à l'heure, madame disait, c'est votre entreprise, comme si Total ne l'exerçait pas. C'est pas du tout un reproche que je vous fais, hein. Mais n'exercez pas sur le marché français. On a l'impression que c'est toujours l'entreprise des uns, l'entreprise des autres, les patrons. On est dans une communauté, alors on peut se reprocher des tas de choses, on est dans un exercice de liberté. Mais enfin, les grands patrons français, ils participent à la vie de notre économie. Alors déjà, faisons la part sur un point. Moi, je ne suis pas trop d'accord pour qu'on glisse comme ça en disant les patrons, et puis après, c'est l'entreprise. Non, l'entreprise, c'est autre chose. L'entreprise, c'est un collectif de travail. Ce sont des ingénieurs, des ouvriers, des techniciens, des gens hautement qualifiés. Et des patrons. Et un chef d'orchestre. Mais bien sûr, mais dans une coopérative, les entreprises, elles peuvent rentrer dans le mur. on veut dire un chef d'équipe. Attention, mais écoutez, les mots ont de l'importance. Un chef d'équipe ou une chef d'équipe, un animateur, une animatrice qui entraîne, qui va avoir des idées. Les autres, moi je préfère le système des coopératives parce qu'on élit. Vous voyez, moi-même je suis élu, donc j'aime bien le système des élections. Dans une coopérative, on élit. Mais on peut imaginer d'autres systèmes. On peut avoir une propriété publique d'État, une propriété publique locale, une propriété publique sociale. Il y a 1000 manières de faire. Mais il ne faut pas confondre le rôle de celui ou celle qui entraîne, qui va transformer une idée en une réalité matérielle, un bien qui est servi aux autres, et la fonction particulière de celui qui capte la richesse pour lui-même. Ce n'est pas pareil. Donc dire les patrons français coûtent trop cher, quand on dit les patrons, déjà, on dit une absurdité, parce que le patronat est aussi divers que le salariat. Vous avez la poignée du CAC 40, quelques autres qui sont autour, et puis la masse, sur 3 millions, touche en moyenne 4 000 €. Si vous prenez les 50, 100, c'est-à-dire les entreprises, quand même, c'est déjà des grosses boîtes, 50, 100 employés, c'est déjà du monde. Ceux-là, ils ont maximum 110 000 € par an. D'accord? Donc, ça n'a rien de comparable avec la situation de ces messieurs. Bon. Surtout que... Non mais pardon messieurs, mais moi je vous dis... 125 000 € par an, moi. Oui, mais moi je vous dis... Combien vous dites? 125 000. Oui, eh bien vous allez en laisser un plus gros morceau que ça, parce que vos revenus, c'est pas ça. Alors, je vais... Je parlais de moi, oui, mais je suis prêt à discuter de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général. Quand vous dites, si c'est le sujet, vous dites, chacun à votre bon cœur, monsieur, dame, on va se mettre entre nous et puis on va décider quelle est la limite. Je ne suis pas d'accord avec ça. La loi doit s'appliquer dans tous les domaines. Et en particulier pour les rémunérations. Imaginons que la gauche revienne au pouvoir et que vous alliez avec eux. Est-ce que vous allez faire quelque chose ou est-ce que vous proposez clairement, que ça pourrait faire partie d'un pacte d'alliance, que les salaires des patrons en France, ou en tout cas l'ensemble de leurs revenus, soient encadrés?
Alors, je croyais m'être exprimé assez clairement, donc je recommence. Non, pas du tout. Vous m'avez pas entendu? Si, je vous ai entendu. Moi, je suis partisan de 1 à 20. C'est la revendication de la Confédération européenne des syndicats. Si j'avais un meilleur rapport de force, je resserrerais encore la fourchette. Savez-vous que par circulaire dans ce pays, il est interdit, quand vous êtes dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, il est interdit d'avoir un rapport plus grand que de 1 à 5 entre un cadre et un ouvrier. Donc on peut imaginer que c'est de 1 à 5. Et je vais vous dire la chose suivante. Permettez qu'il vous réponde. Et attendez, je vous le dis les yeux dans les yeux. Je trouverai dans vos boîtes des gens qui sont aussi capables que vous et qui coûteront 5 à 10 fois moins cher que vous. Et c'est vous qui les décidez. Et qui va décider, vous? Non, c'est l'État. C'est l'État qui va décider. C'est le système de la propriété qui va le permettre, que ce soit, si nous sommes dans une société qui reste une société privée, ce qui ne sera pas le cas. Si c'est moi qui dirige le pays, ce ne sera plus le cas des entreprises productrices d'énergie. C'est-à-dire, par exemple, que Total reviendra au moins au statut qu'il avait auparavant, car c'est l'État qui a créé Total. Mélenchon, on sera dans une société dirigiste. Mais vous l'appelez comme vous voulez, cher ami. Non, mais c'est pas un gros mot. Non, libéral n'est pas un gros mot, dirigisme n'est pas un gros mot. Moi, je ne me sens pas dirigiste. Dans une société où la loi intervient partout et fixe un cadre de l'intérêt général. Pourquoi? Attendez, Guillaume Durand, ça a un rapport, c'est pas une affaire personnelle. Moi, je ne connais pas ces messieurs. Ce sont peut-être sans doute des personnes comme êtres humains tout à fait parfaits. C'est pas le sujet entre nous. Le sujet entre nous, c'est de quelle manière nous nous impliquons dans l'intérêt général de notre patrie républicaine. Bien. Monsieur de Margerie est le patron de la plus grosse boîte qu'on a dans ce pays, qui rapporte beaucoup d'argent. Tant mieux. Et qu'allons-nous faire de votre entreprise? Qu'est-ce que moi j'en ferai? Je viendrai vous voir et je vous dirai, écoutez, vous êtes capable de faire un trou en face de la Guyane à 6000 mètres de fond. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire des trous ici même, avec les matériaux que vous avez, les ingénieurs que vous avez, et vous allez faire basculer l'essentiel de notre production pour que nous puissions explorer la géothermie profonde, ce que vous ne faites pas, alors que ce sont les pétroliers qui ont les instruments pour le faire. Et si nous avions de la géothermie profonde qui se creuse à 5000 mètres, à ce moment-là, nous serions en état de récupérer valablement une autonomie énergétique que nous n'avons pas. Parce que le pétrole... Il faut avec le gaz de schiste. Attendez, non, mais le gaz de schiste... Oui, je suis contre. Je suis contre. Vous permettez qu'il je vais parler de la géothermie profonde d'Yves Tréhard. Vous connaissez, vous en avez entendu parler. Nous avons deux centrales dans ce pays, celle qui est à Soule sous Forêt et celle qui est à Bouillante en Guadeloupe. Donc nous, les Français, nous savons faire. Eh bien, moi, je demanderais à la compagnie qui a été créée, les gens ne le savent pas, mais la compagnie pétrolière, il n'y a pas de pétrole en France, c'est une volonté de l'État. C'est comme ça qu'on a créé le 4e groupe mondial. Ça a commencé sous Louis XV, cette histoire. Et maintenant, comme l'a répondu M. de Margerie, il est fort, il faut lui reconnaître ça. Je lui dis, pourquoi vous êtes privé? Ben, il répond, parce qu'on est privé, parce que l'État a vendu. Et bien, très bien, c'est une situation qui est anormale. Les immenses profits de Total devraient être mis au service de l'intérêt général. Il y a plusieurs questions en tout. Alors, permettez qu'il vous réponde sur les gisements. Monsieur de Margerie. Bon, ben, je ne sais pas par où commencer. Commençons par... il arrive dans votre bureau et il vous dit qu'il faut forer. Moi, j'espère que... Vous le ferez, vous avez dit que vous êtes un démocrate. Oui, absolument. Mais ce qui m'embête quand même, puis je n'y reviendrai pas, mais dans vos propos, vous dites des choses à laquelle je pourrais adhérer, puis en même temps, c'est gênant parce que je suis un goinfre. Donc, ça me gêne que vous parliez à un goinfre. C'est-à-dire que c'est ça moi, qui ça ne me gêne pas. Mais moi, je parle à tout le monde. Oui, mais moi, je ne parle pas au goinfre, vous voyez, c'est ça la différence. Ah. Mais non, parce que faut aller jusqu'au bout. Moi, je trouve que le dialogue, il est important quand justement on se respecte. Et à un moment... Non, mais je suis sérieux. Non, mais oui, j'ai compris, mais... moi, je vous dis pas... moi, je vous respecte, vous voyez. Et je vous dis pas, vous faites ci, vous faites ça, vous êtes... Parce que je suis pas dans la politique. Et j'aime bien la politique, mais là, je suis en tant que responsable, effectivement, d'une grosse entreprise et de beaucoup de personnes. Et je peux vous assurer que je ne réduis pas leur salaire. C'est connu chez Total, l'augmentation entre 4 et 5%. L'intéressement, ça fait à peu près 8 000 € par personne. Tout ça se sait, ce sont des chiffres, ils sont exposés, ils sont sur Internet, vous pouvez le vérifier, c'est facile. Maintenant, effectivement, il n'y a pas que Total. Je me fais engueuler quand je dis que Total est une belle boîte, donc c'est embêtant. Mais moi, je pense que c'est une belle boîte et qu'effectivement, elle fait beaucoup de choses à l'étranger, qu'elle ramène en France. Elle a ses ingénieurs qui travaillent en France pour l'étranger. Les impôts, je vais y revenir parce que c'est encore un truc particulier. Parce qu'il faut aussi aller jusqu'au bout. Mais je voudrais reprendre, par exemple, parce que là, j'adore repartir
J'ai un peu agacé. Il y a deux questions précises, qui est la nationalisation et le salaire de la... Non, mais parlez, monsieur de Margerie. Oui, monsieur Durand. Non, simplement, il y a deux choses qui ont été évoquées, c'est, il le disait, oui, mais nationalisation, par exemple, du secteur énergétique. Non, mais quand même, il faut revenir sur le point... Permettez qu'il vous réponde, quand même. Oui, mais on avait un point qui a apparemment choqué. Non, pas choqué. À propos non, pas choqué. Et vous avez mal ressenti ça. Non, je n'ai pas mal ressenti. Vous connaissez quelqu'un qui trouve ça bien, ça va dire. J'ai pas dit ça, j'ai dit, à nouveau... vous voyez qu'il n'y a pas que moi qui ne comprends pas. Non mais après, quand on va voir quelqu'un et qu'on lui dit... Non, c'est pas usé, quand on va dire quelqu'un du sale coin... Quand vous voulez parler à quelqu'un, quand vous voulez draguer une fille, vous ne commencez pas par lui dire qu'elle est ignoble, idiote, etc. Bah moi je drague. Mais vous ne drague pas. Non, bah ça c'est clair. Mais c'est dommage. Parce qu'on a des choses à faire ensemble. Ah oui. Moi, sur le salaire, honnêtement, c'est la partie sur laquelle j'ai le plus de mal à répondre sur toutes les questions. Le plus. Parce que mes 3 millions, alors 9e, premier profit, donc pas premier salaire, bon, on peut quand même, on pourrait faire mieux, mais je trouve que c'est un vrai sujet et que je ne sais pas toujours très bien expliquer pourquoi est-ce que j'ai besoin de 3 millions ou pas. C'est pas la partie dans laquelle je me sens plus à l'aise. Mais je le comprends. Parce que je ne travaille pas pour l'argent. Mais non, bah donnez-le. Mais je viens le donner, mais c'est moi qui le donne. Je ne le pique pas. C'est une petite différence. Et les impôts, c'est pas piqué. Non, les impôts de Total, c'est pas les miens. Les miens, je paye mes impôts. Mes impôts, ils sont clairs. L'inspecteur du fisc pourra dire que c'est l'avantage. Non, mais là, j'ai été vérifié probablement 100 fois après 2 mises en examen. Tous mes comptes sont connus. Non, mais c'est important de répéter les choses. Non, mais j'ai pas dit ça. Je dis simplement d'où vient Total. Alors moi, je vais vous expliquer d'où vient Total. Non, Total, c'est 1924, le traité de Paris. C'est la France qui règle les dommages de guerre entre les Alliés et qui récupère les actifs allemands. Parce que nos actifs historiques du Moyen-Orient, pas en France, je suis désolé, Total est né au Moyen-Orient en 1924, des actifs allemands. Comme la France n'avait pas de société d'État, elle a créé une société particulière, l'espèce d'économie mixte, donc on est très fort en France, avec une société qui avait 34% de participation d'État. Il n'y a jamais eu plus de 34% chez Total, je suis désolé. Et en même temps, un certain nombre de droits de veto. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on pourrait renationaliser l'énergie Pour compenser les actifs que nous avons reçus de l'État, Total a remboursé une royalty jusqu'en 1996, c'est facile à vérifier, pour rembourser l'État français de l'apport en actifs. Donc il n'y a eu aucune perte pour le contribuable français de cette affaire. C'est quand même important de le répéter, parce que si on veut remonter aux racines, il faut aller jusqu'au bout. Moi je suis prêt quand vous voulez. Voilà. Est-ce que vous voulez me dire... Vous terminez en un mot, Jean-Luc Mélenchon, après on reprend les questions des Français. Vous entendiez. Si le mot vous a choqué, il faut qu'il vous choque. Mais il me choque pas, il me choque pas. Il y a 8 millions de pauvres dans ce pays. Je sais. Nous sommes la 5e puissance économique du monde. Le pays n'a jamais été aussi riche de toute son histoire. Vous devez entendre que pour beaucoup de gens, cette situation est insupportable, y compris pour moi, et peut-être même pour vous, quand vous vous apercevrez. On ne peut pas être heureux tout seul. On ne peut pas être heureux dans un univers de pauvreté, d'angoisse quotidienne pour savoir ce qu'est le lendemain. Vous, moi, à une échelle différente, nous ne vivons pas ça. Mais nous devons sans cesse avoir à l'esprit que d'abord le bien commun doit profiter au peuple tout entier. Oui. Voilà ce que je veux que vous entendiez. Et peut-être que si le mot vous choque, il faut que vous entendiez la violence de ce qui est ressenti tous les jours par les gens dans cette situation dans notre pays. Et si c'est comme ça, monsieur de Margerie, c'est parce qu'il y a un système qui favorise l'accumulation. Et vous en êtes directement partie prenante. Quand vous décidez que Total rachète pour 30 milliards de ses propres actions, monsieur de Margerie, voici 30 milliards qui auraient pu contribuer au bien commun et que vous avez utilisé pour l'unique rentabilité de votre peuple d'en faire monter les prix. Avec 30 milliards, je finance la moitié de la transition énergétique dans ce pays. Pardonnez-moi, il vous répond sur ce point précis, je voudrais comprendre les questions des Français. Depuis que je suis patron de Total, monsieur Mélenchon, en 2007, Total a racheté 0 action. Voilà. Vous voulez des preuves supplémentaires? Alors. Vous voulez les faire vérifier par un audit? Non. Mais depuis 2000, il n'y a pas eu de rachat d'actions. Vous me parlez de moi, puisque vous avez la gentillesse. Moi, je parle de la société Total. Vous ne pouvez pas changer tout le temps. Oui ou non? Vous dites le patron de Total. Alors, mais qu'est-ce que j'ai fait en 1920, en 1930? J'en sais plus rien, moi. Je vous dis ce que je fais aujourd'hui. Vous permettez qu'on vous pose des questions? Aujourd'hui, je vous réponds à la question. Il n'y a pas eu de rachat d'actions chez Total depuis que je suis en charge. Question, Julie. Alors, question de Patricia, représentante... Monsieur de Margerie, voilà. Question de Patricia, représentante CGT.
Oui, en fait, pas que le fisc. Je suis aussi une citoyenne, une militante, et c'est dans ce sens que je suis là ce soir avec vous. Donc, je crois que le débat, c'est autour du partage de la valeur ajoutée, en fait. Donc la valeur ajoutée, c'est une part pour les salaires, une part pour l'investissement, vous l'avez dit tout à l'heure. 16 milliards, mais votre bénéfice, c'est après investissement, hein, donc il ne faut pas aller... Non. Alors, je termine. Donc, les salaires, les investissements et la part des actionnaires. Et puis, il y a la notion fiscale, c'est-à-dire comment on redistribue cette richesse pour le bien commun. Okay. Voilà. Alors. Donc, aujourd'hui, Total, vous l'avez dit vous-même, je crois que c'est 2010, 10 milliards de bénéfices, 5 pour les actionnaires, un salaire, enfin un revenu total pour vous. Alors j'ai lu 3,9, mais la question elle arrive parce que vous l'avez dit vous-même, les Français ne sont pas stupides à condition qu'on leur explique un petit peu. Et je pense que les chiffres permettent d'éclairer. Donc ce que je veux dire aujourd'hui, c'est par exemple quand Total fait 10 milliards de bénéfices et licencie quand même. Alors je ne sais pas en 2010, mais en tout cas en 2009, il y a eu des licenciements. Attendez. Quand Total fait 10 milliards de bénéfices et que l'impôt en France, je sais qu'au niveau mondial, vous payez de l'impôt, mais l'impôt en France, c'est 0, alors que vos raffineries et vos distributeurs bénéficient des infrastructures qui sont en partie financées par les recettes fiscales. Comment vous expliquez ça aux Français qui, vous l'avez dit vous-même, ne sont pas stupides? Visiblement, on explique très mal la preuve. C'est-à-dire, là, vous m'avez fait un espèce de magma. Mais c'est la vérité, ce magma, c'est faux. Non, c'est pas la vérité. Si, c'est le magma total. Permettez-moi de vous répondre. Est-ce que, si vous faites les questions-réponses, je vous interroge. Alors, je vais répondre. Alors, je vais vous dire, Total ne gagne pas 10 milliards d'euros avant impôt. Total gagne 20 milliards d'euros avant impôt. Oui, parce non, mais attendez, mais je suis désolé, vous ne voulez pas à chaque fois. Allez-y. Alors, 20 milliards avant impôt. Et nous payons 55% d'impôts dans le monde, parce que nous travaillons... je l'ai dit, hein, dans le monde. Non, mais moi, je veux dire, nous travaillons dans 130 pays. Je le sais, tout ça. Oui, mais pas tout le monde. Donc, j'explique que la France, c'est pas le pays où nous sommes le plus important, et je le regrette, mais il n'y a pas de pétrole en France, donc c'est quand même normal. Non, parce que vous avez des raffineries en France, laissez-moi terminer. Sur les raffineries, on ne gagne pas d'argent, donc je ne peux pas l'inventer. Donc je ne peux pas vous inventer des faux profits. Il y a un moment où il faut quand même arrêter de plaisanter avec les chiffres, surtout pour quelqu'un qui les connaît. 20 milliards. On paye d'impôts sur les sociétés, très exactement 10,5 milliards d'euros dans le monde. Impôts sur les sociétés. En France, on ne paye pas d'impôts société, mais on paye des impôts non-sociétés de 800 millions d'euros. Donc largement de quoi couvrir nos faux frais français. Hein. Parce qu'en plus, on a nos centres de recherche, on a 17 sites, on a 36 000 employés, qui n'ont pas l'air très malheureux quand même, hein, en tout cas. Mais moi j'en parle, parce que vous me posez la question sur ce qu'est cette Total. Donc Total fait quoi avec ça? Eh bien Total, avec ça, effectivement, paye des dividendes à ses actionnaires. Et sur des revenus qu'il a fait à l'étranger. Si en plus on l'impose en France, sur des revenus sur lesquels il a déjà payé un impôt, eh bien, vous allez mettre cette société en péril par rapport aux investissements qu'elle doit faire. Et quand vous parlez ensuite, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on se parle tous en même temps, parce que derrière, vous dites un truc sur les raffineries. Greenpeace, d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ils n'étaient pas venus m'aider plus là-dessus, quand on a fermé une raffinerie parce que la consommation baissait, et que donc il n'y en avait plus besoin, et que ça réduit les gaz à effet de serre, eh bien j'ai quand même réussi à me trouver tout le monde. J'ai trouvé tout le monde. Attendez, vous savez ce qu'on m'a répondu quand j'ai parlé de la fermeture de Dunkerque sans licenciement? Il n'y a pas de licenciement chez Total. Là encore. Comment? Il y en a eu. Pas de licenciement. C'est une conversation tous ensemble, c'est pas le procès de Total. Mais non, mais vous posez des questions, je suis bien obligé de répondre. Il n'y a pas eu de licenciement. Voilà. On va pouvoir objecter. Et donc, la raffinerie de Dunkerque, il fallait réduire la consommation. Donc on l'a réduite. Vous savez ce qu'on m'a répondu? Parce que ça m'intéresse effectivement. Quand j'ai dit, mais enfin attendez, on réduit la consommation, donc c'est bien. On réduit les émissions, c'est bien. Il n'y a pas de licenciement, c'est bien. Personne ne va aller demander de l'argent à l'État, c'est bien. Eh bien non. On m'a répondu, c'est pas bien, parce que quand on travaille en Birmanie et qu'on gagne 10 milliards, on n'est pas bien.
Non, non, Et voilà. c'est pas ça que je dis, monsieur. Non, c'est Une pas remarque correct. et après question. Allez-y. Oui, mais non, c'est pas correct, parce que Total, moi j'ai pas l'intention de faire le procès de Total, puisque j'espère bien que le groupe passe à la puissance publique et qu'on utilise son savoir-faire technique et ses ingénieurs et le reste pour faire avancer l'objectif qui nous concerne tous comme êtres humains, qui est d'arriver à en finir avec les productions énergétiques qui présentent des dangers pour l'avenir, que ce soit effet de serre ou nucléaire. Et je vous redis, monsieur de Margerie, nonobstant l'attitude que vous aviez tout à l'heure, que ça n'a rien d'irréaliste et que si vous voulez, on y passe et on en parle. Mais pour ce qui est des raffineries, vous vous donnez un rôle qui est tout à fait extraordinaire. Vous êtes le bienfaiteur de l'humanité, vous avez fermé une entreprise, on consomme moins, c'est formidable. Mais tout ça est absolument faux. Vous êtes en train de faire le plus grand investissement du monde, je crois que c'est en Arabie Saoudite, où vous avez installé... ingénieurs français. Voilà, oui, oui, mais très bien. De la Les technologie ingénieurs français française. sont très forts. Mais écoutez-moi, une des plus grosses installations du monde, et pourquoi vous allez là? Parce qu'il y a des consommateurs. Ah oui, en Arabie Saoudite, il y a des consommateurs pour votre affaire. Mais non, vous y allez pour deux raisons. Premièrement, vous avez du personnel. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce Mais qu'on fait dans écoutez, ces cas-là? vous écoutez ou pas, pas? vous écoutez, vous lui répondez. Vous écoutez ou pas? Oui, je vous écoute. Bien, vous je me fais ça. répondrez. Vous Moi, je montrerez que je mens. ça vous intéresse pas. Mais si, ça m'intéresse beaucoup. Tout ce que vous dites m'intéresse Alors, et je pourrais vous répondre. très bien. Moi, je suis sur le terrain du débat argumenté. Pas de l'invective et je n'ai aucun ressentiment contre Parfait. vous. Je ne vous connais pas. Alors, je reviens. Je viens sur commence déjà cette mal. centrale. Vous créez là-bas. Ce n'est pas là-bas qu'il y a la consommation des produits que vous raffinez. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas en Arabie Saoudite. Mais ce que vous produisez là-bas, vous êtes hors protocole de Kyoto. Donc les conditions dans lesquelles vous produisez ne sont pas les mêmes que celles dans lesquelles vous produirez en Europe. Et comme vous ne produisez pas en Europe, vous allez annoncer un chiffre de décrue de votre émission de gaz de CO2 en Europe, grâce à quoi vous aurez, vous, groupe mondial Total, oui, des parts sur le marché carbone que vous n'avez pas aujourd'hui. Voilà la vérité. Tout ça est un arrangement purement financier. Vous avez le droit de le faire, mais assumez-le. Ne présentez pas devant les gens en disant, grâce à moi, ben voilà, on a diminué la consommation. C'est pas vrai. Moi, je vous ai écouté parler il n'y a pas longtemps en disant vous allez devoir m'habituer à moi, parce que dorénavant, je dis ce que je pense, les journalistes n'ont rien à foutre, hein, je vous cite. Là, vous croyez que j'ai dit comme ça? Ah bah j'ai le papier. Et donc en même temps, de toute façon ce que je dis c'est comme ça, et point à la ligne, et si vous n'êtes pas d'accord, vous allez aller vous faire voir. Moi je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que justement, vous ne voulez pas de dialogue. Vous avez déjà... Non, le dialogue, ça commence à poser des questions sur qu'est-ce que vous faites à Djoubel. Parce que je pense que je sais mieux que vous ce que nous faisons à Djoubel avec nos ingénieurs français. Je pense qu'effectivement à Djoubel, pourquoi à Djoubel? Parce que c'est l'Arabie Saoudite, le pays où il y a les plus grosses réserves de pétrole. Donc on tâche de mettre des raffineries là où il y a ce qu'on appelle du feedstock, c'est-à-dire un produit à traiter. Le plus dangereux, c'est de se retrouver avec une raffinerie sans pétrole. Donc on va dans le plus grand pays du monde et qui nous donne du pétrole lourd pour le traiter et de manière à le rendre plus léger et donc à dégager une marge qui nous permet de le vendre en Chine. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a la plus grosse croissance et que je ne peux pas exporter aujourd'hui de manière rentable des produits français venant d'une raffinerie en Chine. Essayez, je vous assure. Parce que ça n'est pas rentable. Ah. Mais ça, on s'assoit quand vous voulez, on va le faire vraiment. Non, lorsqu'on a bien sûr. Mais dire que Djoubel s'est fait pour... enfin, c'est d'une tristesse. Avant, moi je connaissais ce pays, quand on mettait un drapeau de technologie française à l'étranger, on disait « Waouh, on est fiers, c'est notre technologie, ce sont nos ingénieurs, etc. » Et maintenant, à chaque fois qu'on fait chose à l'étranger... Alors, c'est pas mon point de vue. Je voudrais qu'on prenne d'autres questions. Tu as raison. C'est pour ça que ça serait bien qu'ils payent l'impôt sur les sociétés puisqu'ils sont français. Autre question. On est dans un pays mondialisé. Jolie question. Alors, question d'Hervé qui représente notamment les TPE, les très petites entreprises. Oui, on a abordé beaucoup de sujets. Là, on a À parlé... tout le monde dans les questions. À tout le monde, tout à fait, à tout le monde. Oui. On revient sur la question de du partage de la valeur. Il y a un grand débat en ce moment sur une prime qui fait très largement débat. J'ai eu la chance il y a quelques temps d'échanger avec Jean-Luc Mélenchon, mais sur cette question-là, c'est vers vous que je me tourne aujourd'hui, même si Jean-Luc Mélenchon n'avait pas retenu le chiffre de l'époque. Dès qu'on évoque la rémunération des patrons, bien évidemment, vous faites partie de ceux auxquels on pense. On a montré le tableau tout à l'heure, mais vous faites partie de ces patrons auxquels on pense. Et pourtant, un patron en France, ça gagne non pas 4 000 euros, mais bien 1 890 euros par mois. Il faut se mettre ce chiffre en tête. D'où vient-il? De l'INSEE. Ce sont des tableaux de l'INSEE très clairs, très exhaustifs, et tous les chiffres qu'on nous sort sur les fameux 4 000 ou 5 000 euros d'un patron... Et ça intègre quoi? Les boulangers les auto-entrepreneurs... Non, justement, non, attendez. Non, ne venez pas sur ce terrain-là. Les chiffres sont de 2007, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Il n'y avait pas d'auto-entrepreneurs à l'époque. Donc, encore une fois, c'est pas sur nous que j'apporte la question. Plus récents. Pardon?
Il y a des chiffres plus récents. D'accord. Même de 2008, je dis auto-entrepreneur n'existait pas quand on a fait les statistiques. Donc c'est vers vous que je me tourne sur cette question-là. Parce qu'à 1890 €, vous imaginez bien qu'effectivement, on ne parle pas du même patronat que le vôtre. Et là, on est sur une question, bien évidemment, d'économie importante, parce qu'on peut nous parler de partage de la valeur, on peut nous parler d'une prime à 1 000 €, 1890 € par mois. Vous imaginez ce que va pouvoir aller chercher un patron pour donner une prime à ses salariés, quand bien même il le souhaiterait. Donc, qu'est-ce que ce chiffre vous inspire? Première question. Deuxième question, à travers ça, avez-vous bien évidemment conscience, je pense que oui, mais j'attends votre réponse là-dessus, de ne pas être représentatif de la très 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 grande majorité des patrons français? Et enfin, sur la question des 1 000 € de prime, n'avez-vous pas le sentiment que cette prime des 1 000 €, qui est le résultat d'une décision politique à aujourd'hui, n'est pas en fait le résultat véritable de l'échec du dialogue social entre le patronat et les syndicats salariés? Alors, Charles Becbédé, la prime, qu'est-ce que vous en pensez? Jean-Luc Mélenchon et Christophe de Margerie, très brièvement sur la prime. Bon, sur la prime, ce qui est prévu apparemment, c'est que c'est une prime versée aux collaborateurs d'entreprises au-delà d'un certain seuil, en deçà de 50 et peut-être même 500. En tout cas, c'est une demande du MEDEF, ça ne serait pas appliqué. Il faut comprendre effectivement, comme vous le dites, que pour l'immense majorité des PME, c'est juste impossible de décréter comme ça. Puis franchement, c'est pas à l'État de faire ça, c'est aux dirigeants des entreprises, en fonction de leur situation, d'essayer de faire en sorte que leurs collaborateurs soient les mieux payés possible. Donc, imposer comme ça une prime, c'est mettre en doute l'honnêteté des dirigeants, qu'ils font tout pour baisser les salaires. C'est complètement aberrant. Le problème en France, c'est sur les salaires, c'est vrai qu'ils sont bas. Ils sont bas, les salaires nets sont bas, c'est vrai. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a depuis 50 ans, on a fait peser tout le financement de la protection sociale sur le travail, sur les salaires. C'est un choix de société qui a été fait, c'est un empilement de couches. Je pense que c'est un mauvais choix. Il est temps maintenant de revenir là-dessus. Le moteur France qui est financé, donc le moteur France, ce que j'appelle le moteur France, c'est tout le système, l'État social, l'État-providence, il est financé par des prélèvements obligatoires qui sont beaucoup trop orientés vers le travail. Il faut modifier cette façon de financer le système de protection sociale. Et à ce moment-là, on va avoir des PME qui sont beaucoup plus capables d'investir, de mieux payer leurs collaborateurs. Et le taux de marge des PME, et vous le savez bien, il est 30% inférieur en France qu'en Angleterre, 30% inférieur en France qu'au Royaume-Uni. Eh bien, je pense là qu'il faut être imaginatif. Il faut sans doute augmenter, si on baisse les cotisations sociales et patronales de 100 milliards par an, eh bien, il faut effectivement augmenter certains impôts et taxes, la TVA naturellement. Malheureusement, ça a été bêtement écarté juste avant les législatives de 2007, alors que c'était une excellente idée économique. L'impôt que tout le monde paye. Et puis, attention, parce qu'on n'est pas obligé de financer l'économie, cette économie de charge sociale, on n'est pas obligé de la financer à l'euro, parce qu'il va y avoir un tel effet de dynamisme sur l'économie, sur nos entreprises, parce qu'il va y avoir des créations d'emplois, des créations de l'investissement, et donc des recettes additionnelles, que on va avoir une baisse du chômage, etc. Juste un point sur la TVA sociale, il y a un point majeur que vient d'évoquer Charles Becbédé. Si vous dites effectivement, parce que j'entends effectivement l'impôt le plus injuste, très bien, n'oublions pas une chose essentielle, c'est que si on baisse les charges sur le travail, les salaires des salariés vont augmenter. Évidemment. Donc non, mais parce qu'on nous parle de l'augmentation des prix en contrepartie, mais n'oublions pas qu'à travers la TVA sociale, c'est avant tout, c'est d'abord une augmentation des salaires, nettement. Question. Question. Julie. Alors, question d'Annabelle, vice-présidente de l'UNEF, je rappelle. Oui, moi j'avais une question, parce qu'en ce moment il y a des négociations, notamment sur la question de l'emploi des jeunes, qui sont à mon avis des négociations importantes. Notamment, vous savez qu'il y a un jeune sur deux, 18-25 ans, qui est engagé sous contrat précaire, donc CDD, intérim, etc. Nous, on a une proposition très simple à l'UNEF, c'est de limiter le recours à l'emploi précaire dans les entreprises. Et je voulais avoir votre avis sur cette question. Alors, est-ce que c'est possible? Pitié, laissez-nous vivre, laissez-nous créer des richesses, on en a besoin. Donc arrêtez d'inventer des règles. Quand on est un jeune, moi j'ai été, on commence, on fait un stage, et puis si ça se passe bien, effectivement, on va avoir un CDD, mais c'est très bien, c'est super.
Mais si on a la chance d'avoir un CDI, c'est encore mieux. Mais il y a un moment, il faut arrêter de se raconter des histoires. SMIC, monsieur Becbédé, le stage c'est 30% du SMIC. Est-ce que vous pensez que c'est bien de commencer une carrière? Et d'ailleurs, je ne pense pas que vous allez commencer au même autant votre propre carrière. Aujourd'hui, un jeune, vous les condamnez tout simplement à toucher moins que le SMIC. Mais moi aussi, je suis prête à travailler, il n'y a pas de problème. Il y a 25% de jeunes qui sont au chômage aujourd'hui. Les jeunes, ils n'ont pas de problème avec les entreprises. Aujourd'hui, c'est les entreprises qui ont des problèmes avec les jeunes et qui ne leur proposent pas un CDI. Et donc, nous, ce qu'on souhaite tout simplement, c'est pas plus d'avantages, je ne sais pas quoi. On demande juste à avoir exactement les mêmes droits que nos aînés et on pense que le CDI doit redevenir la même norme d'embauche. Mais c'est pas ça. Est-ce que c'est un progrès pour notre génération? Quand on est un jeune, d'avoir un petit peu d'ambition pour demain. On est désolé d'avoir un petit peu d'ambition pour demain, un peu plus que... Il faut apprendre à ce que c'est qu'une entreprise, un stage, alors effectivement, décemment rémunéré au SMIC, c'est mieux que d'être au chômage ou de ne pas travailler. On va répondre, il faut qu'ils répondent tous les trois à cette question. Oui, déjà la précédente, on n'avait pas pu. Alors, Vous supprimez le CDD, Jean-Luc Mélenchon? Moi, je suis pour d'abord titulariser. Oula, sauf ceux qui veulent ça veut dire ça. Oui, titulariser. Mais attendez la fin de la phrase. Je m'inquiète. Oui, dans les fonctions publiques, les 3 fonctions publiques, vous en avez entendu parler, il y a 800 000 6 précaires. millions de 200 000 personnes. Ouais. 800 000 précaires. Donc ça n'est pas normal. C'est en cours. 6 millions c'est en cours. Voilà. 800 000 précaires. Par conséquent, je suis partisan de titulariser ces personnes. Car si elles font correctement leur travail, qu'on les a gardées souvent, je pourrais vous donner de nombreux exemples. Et c'est fait, ça. Dans la fonction publique. Oui, c'est fait. Va voir à l'ENS si c'est fait. Le cuisinier qui est en bas, la femme de service qui est là, ça fait 10 ans qu'elle a des contrats à coût de 3 mois et de 6 mois. 10 ans que ça dure. Hein. Alors, il faut arrêter. Et le CDD? Oui, une seconde. Une seconde. D'abord, sur cette histoire, il faut répondre à chaque aspect. Il y a cette gigantesque quantité de gens qui vivent sans cesse dans l'angoisse du lendemain. Hein, et parmi eux, une masse considérable de jeunes et de femmes. Voilà, la réalité vraie, vécue, concrète. Ce n'est pas des chiffres, des pions en l'air. C'est des milliers de jeunes et de femmes qui chaque jour se demandent comment ils vont vivre le lendemain. Et je ne vais pas vous faire pleurer ici, mais je pourrais vous en raconter quand même des sévères sur ce sujet absolument injuste. Premier élément, ça c'est dans les fonctions publiques. Ensuite, il y a dans le secteur privé. Alors là, il y a 2 doctrines. La vôtre, qui est de dire, laissez-nous vivre, donner de la souplesse, nous allons recruter, etc., etc. Je vous entends. Moi, je suis absolument contre ça et je ne vous crois pas. Car je me souviens que lorsque l'on... Oui, mais bien sûr. Alors, c'est aux citoyens qui jugeront si c'est vous qui avez raison ou si c'est moi avec un bulletin de vote. Mais il faut pour ça que ma thèse soit entendue. Je vous ai entendu, vous, au MEDEF, répéter pendant des années que si on supprimait l'autorisation administrative de licenciement, vous alliez créer 400 000 emplois. On a supprimé, on n'en a pas vu un arriver. Bien. Et maintenant, donc je suis partisan du fait que dans les entreprises privées, vous et moi, Tréhard, nous avons commencé notre vie professionnelle à une époque où on disait qu'il y avait le contrat à durée indéterminée et tous les autres contrats, on les appelait contrats atypiques. Parce que, c'était pas la norme. Maintenant, c'est devenu la norme. 80% des embauches se font sur des contrats atypiques, c'est-à-dire durée déterminée, stage, intérim, tout ce que vous voulez, qui transforme la vie des gens en une angoisse permanente. Donc, les 80% des jobs sont des CDI. Oui, oui. Et, du stock d'emplois marchands sont des CDI. Attendez, c'est bien la preuve que c'est nécessaire. Donc moi, je suis partisan. Je comprends parfaitement qu'il doit y avoir, pour certaines productions, dans certains cas, de la souplesse. Nous ne sommes pas... si bête qu'on peut le croire. Et donc il n'y aura pas de suppression totale des CDD comme la... Attendez, Guillaume, il y aura, si c'est moi qui m'en occupe, il y aura un plafonnement et une interdiction, au-delà d'un certain quota, d'embaucher des gens en intérim, à durée déterminée, etc. C'est-à-dire on revient au CDI comme étant le corps de bataille de l'emploi. Et est-ce que je termine? Je vous dis une chose. Tout à l'heure, on a entendu... Christophe Delangerie. Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu la thèse qui dit on finance le social, alors il faut dire ce que c'est, la maladie, la retraite. Eh bien oui, c'est quand même ça. On le finance sur la protection sociale, sur le travail. Vous n'y êtes pas. Ah non, non, vous vous trompez complètement. 450 milliards d'euros par an. Eh bien écoutez, on le finance sur la production de richesse, laquelle se répartit entre les profits d'un côté et les salaires de l'autre. Et la part qui est donnée, que vous appelez en charge, ce sont des cotisations sociales qui sont acquittées. C'est donc une partie du salaire. C'est un salaire différé en quelque sorte. Mais ça n'est pas salaire. C'est prendre sur la richesse qui est produite dans une entreprise, et on met entre le salaire
et le salaire différé, de l'autre côté entre les profits et les investissements. Donc ce n'est pas le travail qui est chargé, c'est quand on produit de la richesse, il est normal qu'elle soit partagée. Permettez-moi de vous dire que comme employeur, et peut-être plus encore, monsieur de Margerie, qui a une entreprise où il y a beaucoup de gens dont il a besoin qu'ils soient de haut niveau technique, parce qu'il ne peut pas prendre les passants dans la rue qui ne sont pas au courant, il a besoin de gens formés, il a besoin de gens qui viennent au travail, donc pour ça il faut qu'ils soient soignés, transportés, etc., etc. Donc notre intérêt commun est d'avoir un bon niveau de protection sociale. Plus haut est le niveau de protection sociale, meilleure est la productivité globale du pays. Et ça, monsieur, vous ne le remplacerez pas en croyant naïvement qu'on va enlever les cotisations sociales, on va les coller sur la TVA. Combien ça fait à votre avis? C'est une... Oui, mais ça... Alors, il faut rééquilibrer égal. Simplement, pour équilibrer les comptes sociaux sur la base d'une TVA sociale, il faudrait 5 à 6 points d'augmentation. Vous êtes d'accord pour aller dans votre boutique acheter des produits qui ont dessus un impôt de 25%. Vous trouvez ça normal et responsable? Eh bien, pas moi. Voilà. La fabrication aura baissé, mais oui. Mélenchon, l'augmentation du prix. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a baissé la TVA dans la restauration? Vous avez retrouvé ça en emploi et en pouvoir d'achat de tous ces gens qui roulent du matin au soir entre les villages? Mais ça, c'est des histoires. Mais l'idée, c'est de faire le ça fait 20 ans que ça dure, ce genre de choses. Ça fait 20 ans que partout vous expliquez que si on libère, si on donne plus de moyens aux employeurs, qu'on laisse faire ce qu'ils veulent, tout va aller mieux et tout va de mal en pis. Comment vous expliquez ça? C'est paré d'un salaire Comment vous expliquez ça? différé. Il vous dit que vous êtes un dirigiste. Ça fait 25 ans qu'on dérègle tout. Qu'est-ce qui fait de politique? Mais depuis qu'on déréglemente, est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous voyez quelque part quelque chose qui va mieux? Tout ce qu'on a privatisé, ça coûte moins cher, ça marche mieux? Il y a quelque chose qui va mieux dans ce pays depuis que c'est privatisé? Non, rien. Christophe de Le Margerie, bilan, il est accablant. Christophe de Margerie, la question de la jeune femme de l'UNEF, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, quelle est la politique de Total concernant justement les contrats qui sont, disons, qu'on peut considérer globalement comme des contrats qui sont des CDD, justement? Ce qui m'embête avec Total, je sens bien qu'à chaque fois que je vais parler de Total, c'est vrai que Total est bien ses employés, qu'on a une politique sociale qui est, bah oui, grâce à notre richesse, qui est bonne, et que les gens ne se plaignent pas, et qu'effectivement, on n'a pas les mêmes problèmes que les autres. Je comprends que le problème, c'est plus de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec notre argent ailleurs. Et ça, c'est un autre sujet. Par contre, nous, très honnêtement, les PME, je suis parfaitement d'accord, on n'est pas dans les mêmes niveaux, mais en même temps, quelle est la société en France qui a le plus les PME? C'est connu, c'est Total. C'est des trucs qui répondent sur les PME. Parce que les PME, tout le monde le sait qu'on les aide. On ne parle pas de publicité, on les aide pour les faire dans notre ton, etc. Oui, on peut être encore plus content de pouvoir faire les choses. C'est pas mal, sans se faire... Oui, pas mal les choses. Il y a des bientôt qui pouvaient le permettre. Parce que la seule chose, c'est pas sur le fond, c'est important. Création... Non, mais... On ne peut pas recommencer de A à Z. La création de valeur. Moi, je pense que ce qui nous manque, c'est que il faut... Et j'en fais pas moi un dogme politique, j'en fais un esprit objet, il faut créer. Et effectivement, créer vraiment. C'est-à-dire, pas simplement en disant que quand les gens vivent mieux, ils travaillent mieux, parce que je suis d'accord là-dessus, tout le monde va être d'accord. Mais pour qu'ils puissent d'abord vivre mieux, il faut effectivement d'abord qu'ils aient une valeur. Et nous, on a très peu de CDD. On ne fait pas, on respecte la loi qui est très stricte. Il faut connaître que les lois en France ne permettent pas de les garder plus d'un certain temps. Et en plus, je trouve ça chez nous tout à fait normal. Nous les payons quasiment au prix des autres. Donc on ne se fait pas d'argent sur des CDD. Par contre, oui, on prend des CDD. Moi, j'ai fait des stages avant d'entrer chez Total. Je trouve que c'est une bonne méthode pour travailler. Ce qui n'est pas normal, c'est d'être payé 30% de leur salaire. Et ça, je ne suis pas d'accord non plus. Mais chez nous, on ne le fait pas. Alors pourquoi je vais vous dire qu'on le fait? On ne le fait pas chez Total. Venez travailler chez Total. C'est pas si mal. Mais je reviens sur l'autre chose. La création de valeur, parce qu'on a parlé... C'est ça qui est important. On a parlé d'un sujet... Vous êtes d'accord pour dire que le pays en produit plus que jamais? Non. Depuis 1980, nous avons doublé la production de ce pays. Non, on a malheureusement... Nous produisons 2 milliards d'euros. Je voulais reprendre les choses que vous avez parlé sur l'énergie, etc., ce qu'on peut faire. Et celles qui sont bien ou pas bien. Parce que déjà, c'est cette notion du bien ou du mal. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour pouvoir dire la géothermie, c'est bien, les gaz de schiste, c'est pas bien, le nucléaire, vous êtes très fort. Parce que même moi, je ne sais pas cette force, et pourtant, ça fait 40 ans que je travaille dans ce métier. Ça fait 37 ans dans une boîte. Non, on va pas. Et je vais vous dire comme quelque chose d'important. La géothermie, on nous a empêché de le faire en France pendant de nombreuses années. Mais qui vous a empêché? Attendez, L'administration, je pourrais vous donner des explications. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que la géothermie n'est pas bonne. Il y a des gens qui pensent qu'on abîme le sous-sol avec la géothermie. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et de la même chose avec les gaz de schiste, parce qu'on n'en a pas parlé. Nous, ce qu'on a demandé, c'est pas... Mais faites-nous des hydroliennes. Non, c'est pas fini.
Non, pourquoi c'est fini? Moi, je crois à la géothermie. Je pense que ça va être... Non, mais messieurs, c'est terminé. Donc on ne parle plus. Vive la démocratie. Non, je crois que, monsieur de Margerie, je voulais juste vous dire qu'il y a une proposition de loi présentée par vos amis de l'UMP qui va être adoptée. Il y en a une des socialistes et il y en a une des Verts. Est-ce que vous êtes arrivé tout à l'heure ou pas? Je n'ai pas d'amis en politique. Je suis désolé, je suis un responsable d'entreprise. Et d'ailleurs, ça m'a été reproché souvent. Il paraît même qu'il y a un monsieur qui veut s'occuper de moi de temps en temps. Vous l'avez entendu? Bon. Non? Bon, bah vous lisez pas la presse, c'est pas la bonne presse. Moi, je l'ai lu dans le Figaro. Voilà. Je ne l'ai pas vu dans l'Humanité. Un mot et on termine. Je crois quand même qu'on peut avoir un débat d'idées dans ce pays sans s'envoyer des trucs à la figure. Quand j'ai une madame que je connais bien et qui dit pendant toute une émission Total sont des menteurs sur des choses dont elle malheureusement elle a tort, et si j'étais méchant, ce que je ne ferais pas, c'est de l'attaquer en disant on ne peut pas attaquer une société et ses patrons de manière indue. Moi, attends. Mais là, moi je le fais. Faisons un vrai débat sur on a besoin d'énergie, comment on le fait. 2, on a besoin d'embaucher des gens, comment on le fait. Et 3, in fine, est-ce qu'on croit vraiment dans la manière de développer ce pays? Moi j'y crois encore. Maintenant, quand vous me dites, et c'est vrai que là je vous titille parce que j'aime bien aussi, quand vous me dites qu'il y a 15 personnes qui peuvent vous remplacer chez Total, bah allez chercher les autres. Et puis moi, merci à tous les trois. C'est parfait. C'est le bénéfice mondial consolidé. Moi, je suis preneur. Et sur le fond. Je voulais juste saluer les élèves de l'ESG Management School qui sont là dans le public ce soir. Merci à tous les trois. La conversation sur la mondialisation. L'énergie est loin d'être terminée dans ce pays. On en reparlera certainement dans de nombreuses émissions d'ici la fin de l'année. Merci Christine de Margerie, merci Charles Becquelet et merci Jean-Luc Mélenchon et surtout merci à vous d'être venus.